Chapitre 16. L'aventure au cœur de la nature. La fatigue se faisant sentir, nos deux compagnons s'allongèrent chacun sur leur tapis de branches et de feuilles avant de trouver le juste repos. Pendant la nuit, Tao fut brusquement réveillé par un vacarme assourdissant. Lao Tse était éveillé lui aussi, et tous deux assistèrent au spectacle cauchemardesque d'une meute de petits singes qui venaient à la rencontre de nos deux hôtes en essayant de leur piller leur nourriture. Lao Tse saisit une bûche enflammée qu'il agita devant le mâle dominant qui semblait très agressif. Tao saisit son sabre et cria très fort pour faire fuir la bande, mais ils étaient nombreux et ils devenaient si menaçants que Lao Tse dut accepter un combat singulier avec le chef de la meute. Tout se passa très vite et Tao et Lao Tse avaient eu raison de réagir ainsi, car la situation aurait très vite pu tourner à l'avantage des primates. Lao Tse terrassa l'animal au premier bond de celui-ci et le porta en triomphe en hurlant. Tao était très impressionné et il avait été surpris dans son sommeil et avait eu très peur lorsque la situation dégénéra. « Comment avez-vous fait cela ?» demanda Tao. « Ce soir, je découvre quelque chose de complètement neuf. Et cette nouveauté est une expérience dont mon esprit a à tenir compte. Mais demain, cette expérience devient un simple mécanisme si je tente de retrouver la sensation neuve, le plaisir de cette sensation. Aucune description n'est vraiment réelle. Ce qui est vraiment réel, c'est de voir la réalité dans l'instant, car la vérité n'a pas de lendemain. Essaie de te rendormir, car demain matin, la route sera longue, petit homme. » Tao referma les yeux, mais ses pensées se bousculaient dans sa tête. Il n'était pas tranquille. Il avait peur de dormir à proximité du cadavre de l'animal. Lao Tse se leva, prit le corps du primate et l'emporta un peu plus loin avant de recouvrir son corps de branchages et de feuilles odorantes afin d'éloigner les rôdeurs et les charognards. De plus, il avait l'intention de le dépecer et d'emporter quelques pièces de viande pour le repas du lendemain. Puis il vint se recoucher et s'endormit assez vite après avoir alimenté le feu pour le reste de la nuit. Le silence regagna le campement et l'on entendait le crépitement de bois du feu, ainsi que le courant de la rivière et le bouillonnement lointain d'une petite cascade. Quelques bruits de nature inconnus, ponctuels, se faisaient entendre juste pour rappeler, peut-être, que la forêt regorgeait d'habitants invisibles dans l'obscurité, mais bien décidés à conserver leur territoire. Après un long moment, Tao finit par s'endormir tranquillement. Au lever du jour, la nature entière sortit de sa léthargie et tout commença à bouger autour de lui. Il ouvrit les yeux péniblement lorsqu'il ressentit une caresse, ou ce qu'il crut être une caresse sur le visage. En fait, ne voyant personne autour de lui, Tao passa rapidement sa main sur son visage et constata que c'était bien un hôte indésirable, puisqu'il s'agissait d'une menthe religieuse qui voulait élire domicile sur sa bonne joue, bien douce et chaude. Il se leva sans tarder, cherchant du regard la présence de Lao Tse. Il entendit quelqu'un s'ébattre dans la rivière et se dirigea dans cette direction. Il aperçut Lao Tse en petite tenue se baigner dans le courant de l'onde pure de la rivière. Il invita Tao à profiter de la fraîcheur de l'eau pour se laver et remettre tous ses sens en éveil. Tao n'insista pas sur la longueur du bain. Il se trempa certes intégralement, mais ressortit aussitôt. Lao Tse ressortit de l'eau, puis se dirigea près de la cascade, prit une position de méditation et attendit la présence de son jeune élève. Lorsque Tao s'assit à côté de lui, il lui dit « Laisse le chant de la rivière et de la cascade purifier ton esprit. Puis,
Comme une sorte de rituel matinal, tous deux exécutèrent leur gymnastique sous la forme d'étirements combinés à des exercices respiratoires de tai chi. Et, pour terminer cet hymne au jour nouveau, Lao Tse enseigna à son jeune disciple des techniques de combat tenant compte de l'environnement dans lequel ils évoluaient. L'entraînement ne s'occupe pas d'un simple objet, mais de l'esprit des émotions humaines. L'intelligence est parfois définie comme la capacité d'un individu à s'adapter à son environnement avec succès, ou à ajuster son environnement à ses besoins. À peine ces mouvements achevés, tous deux rassemblèrent leurs affaires. Lao Tse avait emballé quelques morceaux de viande dans de grandes feuilles généreusement offertes par la nature. Tao semblait prendre une nouvelle conscience au fil de la marche. Il était attentif à ce qui l'entourait. Il s'émerveillait maintenant devant un coucher de soleil, devant un vol de papillons, devant la beauté sauvage et parfois hostile de la forêt. Quelques heures de marche plus tard, ils atteignirent le village de Lokayang. À l'entrée de Lokayang se trouvait une grande ferme. Ils pénétrèrent sur les terres et se dirigèrent vers le bâtiment. Un vieil homme au sourire édenté les invita à entrer. L'homme était occupé avec son épouse à la confection du repas familial. Le vieil homme leur proposa l'hospitalité de sa table et leur indiqua la grange pour la nuit. Tao se vit offrir ensuite un bol de lait de chèvre. Après avoir longuement parlé, Lao Tse et Tao prirent congé et s'en allèrent dormir dans la grange. Au petit matin, le paysan leur apporta du thé chaud et quelques galettes de riz. Lao Tse et Tao, en remerciement, offrirent leur service pour ranger le tas de bois et de branchages destinés à la cheminée de la ferme. Ce travail terminé, ils repartirent dans la forêt avec, dans leur musette, quelques surprises gourmandes qu'avait préparées la paysanne avec beaucoup de gentillesse. C'est en traversant de larges plaines et à l'issue d'une marche longue et éprouvante que leur chemin les guida au bord du lac Tianlongtsin, où ils établirent le nouveau campement pour la nuit. Leur campement réalisé, leur repas avalé, ils s'installèrent près du lac, sur la berge encore chauffée par le soleil. C'est l'instant et le lieu qu'ils choisirent pour une longue séance de méditation. Tao avait de nouveau un peu de mal à méditer. Il avait l'esprit troublé par 1000 pensées et ne parvenait pas à trouver la paix de l'esprit. C'est alors que Lao Tse, d'un ton calme, rempli de sagesse, lui dit : « Certaines personnes pensent que lorsqu'elles méditent, elles ne devraient avoir aucune pensée, aucune émotion. Si pensée ou émotion se manifeste, cela les contrarie, les fâche contre elles-mêmes et les persuade qu'elles ont échoué. Rien n'est moins vrai. Ainsi que le dit un proverbe tibétain, c'est beaucoup demander que de vouloir de la viande sans os et du thé sans feuilles. Tant que tu auras un esprit, des pensées et des émotions s'élèveront. De même que l'océan a des vagues et que le soleil des rayons, ainsi les pensées et les émotions sont-elles le propre rayonnement de l'esprit. L'océan a des vagues et pourtant, il n'est pas particulièrement dérangé par elles. Les vagues sont la nature même de l'océan. Les vagues se dressent, mais où vont-elles ? Elles s'en retournent à l'océan. D'où ces vagues viennent-elles ? De l'océan. De même, les pensées et les émotions sont le rayonnement et la manifestation de la nature d'un même esprit.
Elles s'élèvent de l'esprit, mais où se dissolvent-elles? Dans l'esprit. Quelle que soit la pensée ou l'émotion qui surgit, ne la perçois pas comme un problème particulier. Si tu n'y réagis pas de façon impulsive, mais demeures simplement patient, elle se déposera à nouveau dans sa nature essentielle. Prends garde à ne pas laisser ces pensées entretenir les germes de la confusion. Entretiens donc envers tes pensées et tes émotions une attitude bienveillante, ouverte et généreuse, car tes pensées sont en fait ta famille, la famille de ton esprit. Sois à leur égard comme un vieil homme sage qui regarde jouer un enfant. Quelles que soient les pensées et les émotions qui se manifestent, laisse-les donc s'élever, puis se retirer, telles les vagues de l'océan. Permets-leur d'émerger et de s'apaiser sans contrainte aucune. Ne t'attache pas à elles, ne les alimente pas, ne t'y complais pas, n'essaie pas de les solidifier. Ne poursuis pas les pensées, ne les sollicite pas non plus, sois semblable à l'océan, contemplant ses propres vagues ou au ciel, observant les nuages qui le traversent. Tu t'apercevras vite que les pensées sont comme le vent. Elles viennent, puis elles s'en vont. Le secret n'est pas de penser aux pensées, mais de les laisser traverser ton esprit, tout en gardant celui-ci libre. Chapitre 17. Se connaître, c'est s'étudier dans l'action. La surface du lac était un miroir qui reflétait la plénitude et la sérénité d'une richesse extraordinaire. Alors que le soleil déclinait doucement l'invitation du jour, la lune semblait impatiente à présenter l'intégralité de sa lumière, et le crépuscule permettait aux couleurs et aux parfums d'approcher la quintessence de leurs pleines expressions. Tao avait du mal à quitter du regard ce monde enchanté dont il était entièrement imprégné. Lao Tse demanda à Tao de préparer le feu, puis se dirigea vers le lac avec son arc et une seule flèche. Il jeta près de la surface de l'eau de tout petits morceaux de galettes et attendit quelques instants. Avec la rapidité de l'éclair, la flèche traversa de part en part un beau poisson, largement suffisant pour nourrir nos deux héros. Lao Tse expliqua les subtilités de la pêche à l'arc et la manière de préparer le poisson braisé. Ils s'en régalèrent. Alors que la température ambiante déclinait progressivement, la lune grimpait bien haut dans le ciel à la recherche, sans doute, de l'harmonie des étoiles. La nuit fut bien calme et reposante. C'est le chant aigu des oiseaux qui annonça l'imminence d'une aurore engourdie. La couverture tirée jusqu'en haut des épaules, chacun dormait paisiblement. Seule, la rosée pénétrait le cœur même de l'environnement. Elle se répandait sur les fleurs, sur les feuilles, qui tenaient et tendaient à l'éveil de tout ce qui revenait à la vie. Alors que tout semblait bien calme, soudain, la main de Lao Tse jaillit de dessous la couverture et saisit le poignet de l'homme qui voulait le détrousser.
Il se leva d'un bond. L'homme qui tentait de le frapper avec un bâton vit l'arme se retourner contre lui-même en moins de temps qu'il ne fallait pour le dire. Aussitôt, le brigand prit ses jambes à son cou et disparut. Tao fut surpris dans son sommeil et eut du mal à comprendre ce qu'il avait bien pu se passer. Lao Tse ne semblait pas du tout affecté par ce qui venait d'arriver. Alors Tao lui dit, en réalisant qu'il aurait pu être agressé à son tour, « Mais comment avez-vous su qu'il y avait un voleur? Je ne l'ai même pas entendu. » Le silence de l'agresseur est son arme et son seul atout. Lorsqu'il te croit endormi, si ton esprit est éveillé, tu peux dormir sans dormir. Toujours prêt à toute éventualité, y compris celle de ta mort possible. Pour comprendre la nature du combat, il faut le vivre. L'approche ne doit se faire que d'une seule manière, simple et très directe. La compréhension passe par la sensation, pas à pas, face au miroir, toujours présent, de la relation. Je sentais qu'il était là, sans même le voir. Puis je l'ai rencontré dans l'action et ne lui ai laissé aucun doute sur mon engagement au moment de l'attaque. C'est là tout ce qu'il faut en retenir. Se connaître, c'est s'étudier dans l'action. Tout est arrivé si vite. Je ne pourrai jamais arriver à un tel résultat, grommela Tao. Je n'aurais pas su réagir et avec quelle technique. Quand, dans l'instant, ta vie est soudain mise en balance, dis-tu « Laisse-moi donc m'assurer que ma main est bien convenablement placée et vas-tu discuter de ton style. » Ah, le style, par excellence. Quand ton existence se joue, penses-tu à argumenter sur la méthode qui a ton adhésion pour te sauver la vie? L'expression de soi doit être totale, immédiate, débarrassée des contingences temporelles. Et tu ne peux accéder à cette expression que libre physiquement et mentalement de tout morcellement intérieur. Le combattant intelligent n'hésitera jamais à changer de tactique afin d'utiliser les frappes appropriées pour atteindre un adversaire particulier. L'intuition et l'action doivent jaillir en même temps. Il ne peut y avoir de pensée dans la pratique, dans la préparation de l'action. Il n'y a pas une seconde pour penser. Lorsqu'on agit, l'intention et l'action doivent être simultanées. Corps et conscience s'unissent. C'est à travers ce corps, dans sa globalité, que peut s'investir totalement une réaction. Connais-tu l'histoire de Sifu Sang, provoqué en duel par le général Xiao Xing, lassé de ne pouvoir comprendre les admirables et innombrables techniques que Sifu Sang apprenait à ses élèves. Ce dernier fut invité par Xiao Xing, qui était à la tête d'une armée de plus de 10 000 hommes et dont les mérites gagnés au combat ornaient fièrement sa poitrine de soldat. Sifu Sang accepta le duel à la seule condition
qu'il se passa sur la petite île de Mangcha, près de Shanghai, en mer de Chine orientale. Xiaoxing accepta les conditions de la rencontre. Le rendez-vous fut fixé sur l'île. Si Fusang arriva avec une demi-journée de retard. Pendant la traversée, il avait tranquillement taillé une rame cassée pour en faire l'arme de son combat. Un simple bâton de bois. Xiaoxing, furieux, vint à la rencontre de Si Fusang. Après quelques invectives, de la main gauche, il se débarrassa du fourreau qu'il jeta dans l'eau. Si Fusang attendit juste le temps qu'une vague battît le récif pour déclarer soudain d'une voix douce: Tu as perdu, Xiaoxing. Quoi? Fit-il ébranlé au plus profond de lui-même. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu devais gagner, tu ne jetterais pas ton fourreau. Tu as jeté ton avenir, ta vie. Des mots, des sottises. L'instant d'après, sa tête éclata sous l'impact du sabre de bois. La mort n'était pas passée bien loin non plus pour Si Fusang, qui s'était fait trancher son serre-tête. Tout y est. Des actes pris dans une stratégie intentionnelle, une ouverture à l'intuition, jusque dans le choix de l'arme fait au dernier moment. Pour conclure par un affrontement des forces psychiques. C'est l'interprétation qui a ébranlé l'adversaire. Le geste a confirmé, la mort a suivi. Chapitre 18. La lumière et l'obscurité. Allons faire quelques exercices après le bain matinal, articula Lao Tse. Ils entrèrent dans l'onde fraîche du lac et firent quelques brasses. Au sortir de l'eau, ils pratiquèrent des exercices de tai chi, puis, face à l'immensité du lac miroitant, s'immobilisèrent de longues minutes dans une méditation intense. Ils rassemblèrent leurs affaires et reprirent tranquillement le chemin. Lao Tse semblait savoir où il allait. Tao ne posait pas de questions, il suivait le grand maître simplement. À l'oreille d'un petit bois, alors qu'il s'était arrêté pour se reposer un peu, Tao interpella Lao Tse d'une manière un peu angoissée. « Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois tuer les tigres? Tu es bien plus fort que moi. » La force n'est pas en question, tu possèdes quelque chose en plus. Tout d'abord, seul un enfant au cœur pur, muni de l'épée sacrée de Tamo, aura raison de Chun, Kuo et Chuan. Secondo, je suis là, avec toi, mais ma mission va au-delà de ce que tu imagines. Et si je n'ai pas le cœur pur? C'est déjà un doute que tu peux oublier. Tu as le cœur pur, crois-moi. Et toi, tu n'as pas le cœur pur? Ajouta-t-il. La pureté de mon cœur est symbolique, et il ne m'appartient pas de pouvoir en juger. Seul un enfant peut avoir le cœur assez pur, car son jeune âge lui permet sans concession ni effort d'accéder à l'espoir et à la félicité. Un enfant peut accéder au bonheur par un chemin
directe et instantanée. Lorsqu'on grandit, les chemins s'allongent, deviennent sinueux, escarpés, ils se divisent, se multiplient, traversent parfois des déserts, des crevasses, des montagnes, et la voie devient difficile. Garder le cœur pur devient alors la tâche et la quête d'une vie. Alors qu'il marchait tranquillement, un vent léger se leva, faisant onduler les hautes herbes ainsi que la cime des grands arbres de la forêt. Le temps semblait devoir se gâter subitement. Au sommet de la vallée, le sentier redevint plus plat. De petites mésanges à tête rousse s'effrayaient bruyamment dans les branches de plusieurs saules, dont les feuilles étaient ballottées par la brise parfumée. Le sentier contournait l'intérieur de la crête et ils durent emprunter des ponts en rondins pour traverser des petits cours d'eau. Ce petit chemin était situé à la frontière entre les forêts de conifères en amont dominées par les tsugas, des épicéas et des forêts de feuillus en aval composées essentiellement de tilleuls d'érable et de bouleaux. Des massifs de bambous formaient un sous-étage dense. En longeant le ruisseau, au détour d'un sentier escarpé, Lao Tse s'arrêta brusquement et demanda à Tao d'en faire autant. Il garde le silence le plus complet. Dans un mutisme figé, outre le bruit du courant de la rivière, on entendait distinctement un pivert marteler l'écorce d'un arbre à la quête de quelques larves bienvenues. Mais le plus inquiétant était ce bruit de branches cassées dont l'effet sonore semblait prendre leur direction. Nos deux compères s'accroupirent délicatement. Tao avait posé sa main droite sur la crosse de son épée, prête à en découdre avec le tigre. Lao Tse mit sa main sur l'épaule de son jeune élève pour lui signifier que le danger n'en était en fait pas un. De son index, il lui montra la direction dans laquelle son regard devait se porter. À quelques mètres de là seulement, majestueux, assis, dévorant de nombreuses tiges de bambou dont les feuilles représentaient l'essence même de leur repas préféré, aussi surprenant qu'inattendu, libre et sauvage, deux magnifiques pandas, sans doute une mère et son petit. Tao en eut les larmes aux yeux. C'était Pandi, son compagnon de toujours, en chair et en os. Il semblait si bien le connaître, mais il ne pouvait pas l'approcher. Il aurait voulu se jeter dans ses bras, ou plutôt entre ses pattes. Mais il n'en était pas question. La taille de l'animal était imposante, et sauvage, l'animal n'en était pas moins dangereux s'il se sentait menacé. Après quelques instants d'observation, Lao Tse et Tao contournèrent l'endroit à une distance raisonnable, sans troubler la quiétude du panda, et s'éloignèrent gentiment. Ce jour-là, en fin de matinée, la lumière disparut derrière de gros nuages bien noirs. Le vent semblait annoncer pour la première fois depuis le début du périple de Lao Tse et Tao que la nature allait se déchaîner. Ils se hâtèrent de construire un refuge où s'abriter de la pluie à venir et du vent. À l'aide de quelques branches accrochées à un solide tronc, ils attendirent que les éléments de Dame Nature se calment. Mais il n'en fut rien. Le vent était devenu bourrasque. La forêt était déchirée par des courants contraires d'une force exceptionnelle et d'une puissance jusqu'ici insoupçonnée. Des grondements de tonnerre secouaient la plaine, des éclairs illuminaient le ciel sombre. Tapi sous les branchages, dans une pénombre quasi nocturne, Lao Tse avait passé son bras autour du cou de Tao pour le rassurer. C'est une tempête sans précédent. Lao Tse regarda Tao dans les yeux. Sur son front dégoulinaient des larmes de pluie, mélangées à des larmes de sel. La peur avait envahi tout son corps et son cœur tremblait plus que les mains à l'idée de ce qui allait pouvoir se passer. Tao leva la tête vers le ciel un instant et vit, dans un mélange d'épais nuages, de pluie et de feu, se dessiner dans l'immensité céleste la silhouette du dragon noir.
Lao Tse restait calme, mais Tao faisait semblant de ne pas comprendre. Il ferma les yeux et se recroquevilla contre son grand maître. Il est temps pour toi de faire face, Tao. Lorsque la mer est calme, il est aisé de tenir la barre. Ne vis pas comme si tu refusais de comprendre. Ton destin t'attend. Rends-toi bon et responsable tant que la vie et le pouvoir sont encore en toi. Alors que la tempête faisait rage dans toute la province, Tao fut tiré de son état par une soudaine vibration suivie de 2 éclairs rouges simultanés. Cette fois, il n'y avait plus de doute. C'était l'instant redouté. Lao Tse se redressa sous une pluie battante et chercha du regard autour de lui la présence de Chuan. Tao avait surgi également et se tint à quelques pas de son grand maître. Il avait dans sa main l'épée sacrée de Tamo. Lao Tse dit à son élève : « Rien ne se passe comme prévu. Les 3 tigres se sont rejoints ici, et il faudra les affronter, les 3. » Puis, dans un élan démesuré, Lao Tse disparut derrière la colline à la poursuite de Chuan. Tao se retrouva seul, l'épée à la main et la peur au ventre, face à ces 2 monstres qu'étaient Chung et Kuo. Les grognements sourds et graves ne laissaient rien présager de bon. Tao sentait son cœur battre très fort dans sa poitrine, ses jambes et ses mains tremblaient, mais il ne chercha pas à fuir. Il resta figé à quelques mètres seulement de ses bourreaux. Les quelques secondes qui suivirent lui parurent d'une éternité. Il prit une grande inspiration, ferma les yeux et plongea à l'intérieur de lui-même, puiser la source de ce que Lao Tse lui avait appris. Surtout ne pas penser, se disait-il, ressentir, agir. Même avec les yeux fermés, par ce déluge et seul de surcroît, Tao se sentait là, bien présent, bien vivant, prêt à affronter ses démons intérieurs. Les yeux maintenus fermés, il pouvait voir Chung et Kuo préparer leur attaque. Il dirigea son autre main sur la poignée, assurant la prise totale de l'épée. Puis ce fut l'instant de vérité. Chung bondit sur Tao, la gueule grande ouverte et toute griffe d'or. Resté immobile et imprévisible jusqu'au dernier moment, guidé par une intuition sans blocage et totalement libre de son expression. Juste avant d'être saisi entre les griffes acérées du fauve, Tao l'esquiva d'un mouvement rotatif du corps et permit à la lame de trancher la gorge du tigre qui s'écroula sur le sol. Furieux, Kuo poussa un grognement à faire trembler toutes les montagnes de la Chine. Puis il se dirigea à son tour en direction de Tao, dans une course vengeresse. Celui-ci, à peine débarrassé de Chung, dut affronter la colère de Kuo. Tao recula pour pouvoir faire face et trébucha en arrière sur une racine au moment où Kuo allait le transpercer de ses crocs. Tao, en tombant, laissa pourtant ses 2 mains solidement accrochées à l'épée qui, sous le choc de la chute, s'enfonça dans le cœur du fauve. À cet instant précis, Tao, parfaitement lucide, surpris d'avoir pu terrasser à lui tout seul ces 2 tigres, se rappela de sa mission. Il dévissa la poignée de l'épée, sortit la petite fiole qui y était logée et recueillit quelques gouttes de sang de chaque animal vaincu. Il replaça la fiole, revissa la poignée et courut aussi vite qu'il put à la recherche de Chuan et Lao Tse. La tempête avait un peu perdu de son intensité et une légère brume avait envahi les bois. L'épée à la main, courant droit devant, Tao s'arrêta pour tendre l'oreille à l'écoute du moindre rugissement ou de tout autre bruit pouvant provenir d'une lutte entre son vénérable maître et le noble animal. Mais aucun son ne résonnait à la ronde, excepté le martèlement de la pluie sur les feuilles des arbres et sur les pierres et branchages qui jonchaient le sol. Il avançait à présent d'un pas lent et prudent, se retournant sans cesse, scrutant à chaque instant l'horizon à l'affût d'une attaque imminente. Mais il n'en fut rien. Tao avait froid maintenant, il était trempé, mais se tenait farouchement accroché à la poignée de son sabre qui représentait symboliquement la force de son destin. Il ne semblait pas avoir peur. Il régnait dans l'air un climat particulier,
mélange de calme et de sang, de ces parfums lourds, faussement sereins, qui surplombent les champs de bataille après les combats. Chapitre 19. Un souffle d'éternité. Soudain, un rayon de soleil, puis plusieurs, réussirent à pénétrer la brume, et c'est alors que Tao crut apercevoir une silhouette humaine s'écroulant sur le sol à quelques dizaines de mètres en contrebas. Tao s'écria « Maître, maître !» Mais pas de réponse. Il courut en direction de ce qu'il crut être Lao Tse-Ming. Sa tunique était couverte de sang et son visage déchiré par de profondes plaies. Tao était en larmes à l'idée que ce pût être son maître. Il s'agissait bien de Lao Tse-Ming à terre. Tao en pleurs s'agenouilla auprès de son maître tant aimé. C'était ma destinée. Tao, et je le savais, et je l'avais accepté le jour où j'ai consulté le grand livre sacré. Il sut calmer Tao et le pria de rester encore à l'écoute. Tao hurla « Au secours, aidez-moi, je vous en supplie, au secours !» « Cesse, mon jeune ami, et écoute-moi avant que mon âme ne s'échappe. » Lao Tse-Ming, la tête posée sur les genoux de Tao, lui prit la main, tremblotant de tout son corps. Il était écrit que Chuan devait me prendre la vie. Ainsi, en son corps et ses veines coule mon sang. Ne te détourne pas de ta mission, où j'aurais perdu la vie en vain. Mais pourquoi ? Gémit Tao. Parce que tu es notre élu, notre enfant au cœur pur, et que tu possédais les pays sacrés. Si je t'en avais parlé avant, nous ne serions jamais partis. Ne sois pas triste, mon jeune élève. Si je donne ma vie aujourd'hui, c'est pour que tu puisses naître à un nouveau jour, riche de tout ce que j'ai pu te transmettre. C'est à travers ma mort que tu pourras exister toi-même. Mais tu ne vas pas mourir. J'ai peur de ne plus te voir, Lao Tse. J'ai tellement peur de rester sans toi. Même si je meurs, je ne te quitte pas, Tao. Ma voix se fondra dans le feu, mon souffle deviendra brise, mes yeux soleil, mon âme se fera lune, mon cœur investira les quartiers du paradis, mon corps se fera terre, mon esprit, espace, mes cheveux se feront blé, mon sang rivière, et ce qui restera sera mon action, et sa qualité deviendra alors éternité. Je ne souffre plus, Tao, mais j'ai découvert dans le combat que Chuan était une tigresse. À présent, retrouve Chuan et ramène-la au peuple. Parle-lui, elle te suivra, ne la tue pas, même par colère. Elle porte un petit. Tu lui donneras un nom et elle sera le gardien des forces du bien. N'oublie pas la fiole. Transporte-la dans la pièce sacrée du temple et suis les instructions que je t'ai laissées. Ne cherche pas à me ramener, c'est ici mon tombeau. Je veux rester ici et m'en aller en paix, avec le sentiment du devoir accompli. Les paupières de Lao Tse se refermèrent progressivement jusqu'à ce que son regard disparaisse.
Dans un dernier élan, Lao Tse prit la main de Tao et dit « Deviens ce que tu es ». Sa main se relâcha lentement jusqu'à ce que Tao comprit qu'il accompagnerait le dernier souffle de son vénérable maître. Lao Tse venait de quitter ce monde. Tao déroula une couverture avec délicatesse et la posa sur le corps de Lao Tse. Il disposa les dernières affaires de Lao Tse-ming autour du corps inerte. Il retira le petit collier de jade du cou de son maître et le passa autour du sien. Tao sentit un souffle léger l'envahir. La nature s'embellit presque aussitôt. La tempête avait complètement disparu, emportant avec elle le spectre du dragon noir. Tao rassembla son courage, essuya ses chaudes larmes, rangea son sabre et reprit la route qui devait le ramener au temple. Il semblait guidé par une force inconnue. Il marchait d'un air déterminé dans la bonne direction. Il savait que sa mission était importante pour que survive l'harmonie de l'équilibre des forces du bien et du mal. Il n'avait plus qu'une chose en tête, retrouver Chuan et la ramener au temple. Il se demandait quand même comment allait se passer cette rencontre. Son attente fut de courte durée. En effet, il aperçut quelques taches de sang le long du chemin. Il en déduit que Chuan avait été blessé pendant le combat et qu'il n'avait plus qu'à suivre ses traces. Au détour d'un chemin, quelques heures plus tard, Tao se retrouva en face de Chuan. Elle semblait à bout de force et ne montrait aucun signe d'agressivité. Elle avait même l'air d'attendre la venue du garçon. Elle fixa Tao du regard, grogna discrètement et sans le quitter des yeux, se coucha doucement en signe d'apaisement. Tao s'approcha très lentement, en maintenant sa main fermement accrochée sur la poignée de son épée. Devant l'indifférence du fauve, il relâcha son arme complètement et tendit sa main délicatement jusqu'à toucher la tête de l'animal. Chuan ne réagit pas à ce geste amical. La raison en était simple. Elle saignait de la patte avant droite à cause d'une entaille assez profonde. Tao s'agenouilla auprès de l'animal blessé, déchira 2 bandelettes de tissu et banda avec précaution la patte meurtrie de Chuan. Celle-ci se retourna et administra au jeune garçon quelques généreux coups de langue en guise d'affection. Tao, épuisé par toutes les émotions qu'il venait de vivre, posa sa tête sur le flanc de l'animal à la recherche sans doute d'une sécurité tout à fait paradoxale. Chuan resta ainsi toute la nuit et sembla veiller Tao comme s'il s'était agi de sa progéniture. Lorsque Tao ouvrit les yeux au petit matin, il fut vraiment surpris de constater qu'il était non seulement encore en vie, mais que Chuan était auprès de lui. Il caressa longuement l'animal et l'accompagna jusqu'à la rivière afin de lui changer son pansement et lui permettre de boire. Il enleva les bandelettes et recueillit par la même occasion quelques gouttes du sang du fauve qu'il plaça soigneusement dans la petite fiole et remit le tout dans la poignée. Tao avait le cœur bien lourd, mais la paix l'avait gagné petit à petit et la nature l'accompagnait tout entière dans une authentique bienveillance.
Chuan avait de la peine à avancer, mais elle savait au fond d'elle-même qu'elle accompagnerait le bambin jusqu'au bout du périple. Quelques jours plus tard, Tao entrait dans son petit village de Fangmui. Chapitre 20. Le juste retour et la naissance d'une légende. Le jour venait à peine de se lever lorsque Tao fit son entrée dans le village. Il s'arrêta quelques instants devant le restaurant Fleur de Chine. Les volets étaient restés fermés et rien n'avait changé. Personne n'était revenu. Tao remonta la ruelle en direction du temple et c'est Madame Sukhoi qu'il aperçut en premier. Elle était fortement impressionnée de voir un majestueux tigre blessé suivre l'enfant aussi pacifiquement. Tao s'immobilisa sous le porche d'entrée du temple, caressa Chuan et frappa la grande porte avec vigueur. Lorsque celle-ci s'ouvrit, les gardiens du temple, surpris par la présence de l'animal, esquissèrent un mouvement de recul, puis ils firent entrer le duo un peu particulier. Maître Fong arriva rapidement, prit Tao dans ses bras et accompagna l'enfant, en véritable héros, jusqu'à sa chambre. Il conduisit Chuan dans un endroit calme et protégé. Tao s'allongea sur sa couche et s'écroula de fatigue en très peu de temps. Il fut réveillé au soir seulement lorsque Maître Fong eut achevé les préparatifs de la cérémonie qu'il avait prévue en l'honneur du retour de Tao. À son réveil, Maître Fong et ses deux disciples vinrent le chercher et lui apportèrent des vêtements traditionnels de cérémonie, afin qu'il puisse rejoindre la grande salle du temple où l'attendait l'ensemble des disciples. Lorsqu'il fut prêt, il sortit de sa chambre et suivit Maître Fong jusqu'à la grande salle. Ils s'immobilisèrent devant la porte. Derrière, on pouvait entendre les prières et les chants des moines ainsi que la musique des flûtes et des percussions. Les gongs, clochettes ainsi que les petites cymbales annoncèrent l'ouverture imminente de la porte. Tao était inquiet et se contenta de regarder Maître Fong et lui demanda « Mais que devrais-je faire une fois à l'intérieur, maître ?» « Tu marcheras devant en te dirigeant vers l'autel dressé en ton honneur et tu feras ce que ton cœur te dictera. » Pendant que Maître Fong ajustait la tenue en soie d'un ton orangé sur Tao, un disciple déposa sur la tête de l'enfant une coiffe sacrée, sorte de bonnet pointu avec deux pans recouvrant les oreilles et qui descendait jusqu'à la taille. Le second disciple, lui, mit dans la main un petit fagot de bois tressé à l'intérieur duquel se consumaient plusieurs bâtons d'encens. Maître Fong regarda Tao des pieds à la tête et estima qu'il était temps d'entrer. Les deux disciples ouvrirent les battants de la porte de manière synchronisée et dévoilèrent ainsi Tao dans sa noble parure au regard de tous les moines reconnaissants. Il entra dans la salle et se dirigea vers l'autel en silence. Maître Fong suivait en tenant entre ses deux mains une bougie de cérémonie. Pendant qu'ils avançaient lentement, les moines s'agenouillèrent, les mains jointes, et se prosternèrent sur leur passage. Tao était très impressionné, mais ne voulut rien en laisser paraître. Il se contenta d'avancer et de contenir ses émotions. Il prit place sur l'autel en position assise de méditation. L'autel était dressé sur une petite estrade au centre de la pièce.
Sur l'autel se trouvait une sorte de large coussin brodé de soie sur lequel avait pris place Tao. Celui-ci resta immobile de longues minutes en écoutant les nombreuses prières récitées par les disciples. C'est alors que Maître Fong prit la parole et remercia Tao au nom de tous les moines en racontant l'histoire du grand maître et du jeune élève partis risquer leur vie pour que vive la paix universelle. Maître Fong s'agenouilla près de Tao et salua son jeune élève avant de prendre place à son côté. Tao accepta à ce moment les honneurs et les hommages de ses condisciples pour sa bravoure et son courage et leur rendit en disant: La réussite de cette mission est l'œuvre de Lao Tse. Je n'aurais jamais pu y parvenir tout seul. Vous tous, moines et disciples de Shaolin, vous êtes aussi le message et l'espoir de paix universelle que nous souhaitons pour l'humanité. Au terme d'une cérémonie humble et reconnaissante, Maître Fong rendit un vibrant hommage à son ami et maître spirituel Lao Tse Ming. Au terme de ses prières, il ajouta: La chenille doit mourir pour devenir papillon. Lao Tse a quitté son enveloppe pour devenir esprit. Dès lors, il demeure en chacun de nos cœurs, et c'est ainsi que le visible devient invisible. Au terme de cette phrase, il éleva la bougie qu'il tenait entre ses mains et souffla délicatement pour que celle-ci s'éteigne et permette, d'une manière symbolique, à l'âme de Lao Tse de pénétrer le cœur de chacun. Tao fut célébré comme un héros sauveur des sages et comme chacun des disciples fut invité à se recueillir à la mémoire du grand Lao Tse Ming. En guise de reconnaissance, c'est à lui qu'appartint le privilège de lire les quelques mots que Maître Fong avait écrits et dédiés au vénérable maître. Voguant sur l'océan insondable des existences, il a hissé la voile de la sagesse par-delà le néant et l'éternité. Emporté par les grands vents de la pure aspiration, il atteint le royaume de l'infinie félicité. Le vaste continent d'or au-delà de la mort, au-delà des naissances. Maître Fong se leva et pria Tao de le suivre afin de poursuivre dans l'intimité la cérémonie et l'entraîna dans la chambre sacrée du grand maître où étaient inscrites ses dernières instructions. Ils s'y rendirent après être allés chercher l'épée sacrée de Tamo. Tao était conscient de l'honneur et du privilège qui lui était accordé dans ces instants tout à fait solennels. La pièce était encore emplie de la présence du grand maître, et c'est dans cette reconnaissance pleine de respect que tous deux se dirigèrent à l'endroit où Lao Tse avait déposé ses derniers messages. Maître Fong accompagna Tao jusque devant le meuble où étaient posées simplement enroulées et serties d'un ruban rouge les dernières instructions de Lao Tse Ming. Alors que Tao déroulait le ruban qui entourait le parchemin, ils furent interrompus brusquement par une nouvelle apportée en toute hâte par un disciple. Chuan venait de mettre bas. Tao et Maître Fong se rendirent immédiatement sur les lieux. Chuan, trop faible, avait succombé après avoir donné la vie à un magnifique petit tigre rouge sang. Son pelage était maculé et il criait à la manière d'un petit chat. Tao déposa avec une infinie tendresse un doux baiser sur la tête de celle qui avait partagé un bout de son chemin et qui l'avait protégé et ramené au temple. Il prit ensuite le petit tigre dans ses bras et fièrement il le présenta aux disciples venus assister à l'événement. Conscient de ce qu'il représentait d'une manière symbolique, il fallait lui trouver un nom digne de ce rang. N'était-il pas né pour devenir le gardien et protecteur des secrets du temple? Son pelage, étonnamment rouge, reflétait le caractère exceptionnel de l'animal. Et après quelques instants de réflexion, Tao nomma le jeune tigre Bao, ce qui signifie précieux en mandarin. Tao confia l'animal aux soins des moines et se rendit dans la chambre sacrée de Lao Tse en compagnie de Maître Fong.
Suivant les instructions, Maître Fong saisit la fiole et à l'aide de petites aiguilles devait tatouer Tao en lettres de sang, un honneur suprême compte tenu de l'encre utilisée. Le sang contenu dans la fiole devait être alors mélangé avec une encre spéciale. Tao éprouvait un sentiment de tristesse à regarder Bao chercher désespérément un contact avec sa mère décédée. Malgré cette épreuve, Bao devait vivre pour accomplir sa mission. Maître Fong s'en vint chercher Tao alors que celui-ci caressait intensément le jeune fauve. « Il nous faut reprendre le cours de la cérémonie, dit-il. » Sans un mot, Tao se leva et suivit le maître pendant que 2 moines se chargèrent de s'occuper du jeune tigre sacré. Maître Fong installa Tao dans la chambre du grand maître en position de méditation. Il entama des chants et des prières pendant de longues minutes et alluma plusieurs bougies sur lesquelles étaient inscrites des mémoires spirituelles. Elles devaient se consumer lentement pendant la cérémonie d'intronisation. L'heure était importante pour Tao car il allait au cours du rituel recevoir la reconnaissance suprême de l'ordre de Shaolin et par le sacre des lettres de sang se voir élevé spirituellement à la grandeur des maîtres supérieurs. Tao était calme et serein. Il était immobile et silencieux. La conscience au repos, inondée de lumière et de paix intérieure. Maître Fong fit entrer 5 moines, les plus élevés dans la pratique du Dharma. Ils s'installèrent autour de Tao en formant un cercle et demeurant à genoux. Maître Fong prit l'épée sacrée de Tamo, l'éleva au-dessus de sa tête et pria à haute voix pendant que les autres moines faisaient d'un tinabulé de petites clochettes. Maître Fong tendit l'épée vers les premiers des 5 moines qui s'en saisit et répéta à son tour les prières en élevant l'arme sacrée. Maître Fong préparait une solution à base d'encre de Chine, de différentes poudres mystiques et d'un liquide transparent comme l'eau claire en suivant les instructions manuscrites dans le livre de Lao Tse. Le mélange devait alors rendre la formule indélébile et sacrée. Lorsque celle-ci fut enfin prête, il se rendit aux côtés de Tao, resté silencieux. Il pria le moine porteur de l'épée de s'approcher et s'en saisit. Tao enleva le haut de sa tunique et passa autour de son cou des colliers ayant appartenu à Lao Tse. Tao tendit les bras en direction du maître, les paumes des mains tournées vers le ciel. Maître Fong tendit l'épée vers le premier des 5 moines qui s'en saisit et répéta à son tour les prières en élevant l'arme au-dessus de sa tête. Maître Fong préparait une solution à base d'encre de Chine, de différentes poudres mystiques et d'un liquide transparent comme l'eau claire, en suivant les instructions manuscrites dans le livre de Lao Tse. Le mélange devait alors rendre la formule indélébile et sacrée. Lorsque celle-ci fut enfin prête, il se rendit aux côtés de Tao, resté silencieux. Il pria le moine porteur de l'épée de s'approcher et s'en saisit. Tao enleva le haut de sa tunique et passa autour de son cou des colliers ayant appartenu à Lao Tse. Tao tendit les bras en direction du maître, les paumes des mains tournées vers le ciel. Maître Fong posa l'épée sacrée à plat dans le creux des mains de Tao, puis les lui ferma sur l'objet sacré. Il saisit 2 écharpes de soie appartenant au premier des 5 moines et les enroula autour des poignets de Tao. Ainsi, immobilisé, Tao répéta les mots que lui dictait Maître Fong. Dans un mouvement solennel, le maître dévissa la poignée de l'épée, sortit la fiole et déversa le contenu dans le bol où était préparée la solution qui devait servir
à la préparation de l'élixir de sagesse. Le sang des 3 maîtres et des 3 tigres, mélangé à la solution de Maître Fong, allait servir à tatouer la peau de l'enfant. L'histoire ne raconte pas à quel endroit du corps Tao avait été marqué du sceau indélébile de Shaolin. En revanche, ce que l'on sait, ce sont les symboles qui lui avaient été accordés, en raison de la valeur de son action. Voici ces symboles. Il y avait un tigre rouge, le mot sagesse, le mot courage. Chaque moine devait tatouer un seul de ces symboles, selon le même rituel sur la peau du jeune maître. Une fois le travail accompli, le rituel du moine se poursuivait de la manière suivante. Il devait s'entailler le bras gauche légèrement sur la lame de l'épée sacrée de Tamo et il devait tenir cette épée dans les mains. Ensuite, il devait dénouer les écharpes autour des poignets de Tao et s'en servir pour se recouvrir l'avant-bras blessé. Au terme de ce rituel, qui dura plusieurs heures, Maître Fong fit une dernière prière et essuya la lame de l'épée sacrée avant de la remettre dans son fourreau. Il s'agenouilla en face de Tao et en lui tendant l'épée, il lui dit : « Dans les mains de l'ignorant, les armes sont des outils de mauvais augure. Quand leur utilisation est inévitable, le sage le fait avec mesure. La plus grande des souffrances est d'avoir à participer à la guerre et d'être le témoin des atrocités de l'humanité. » Les moines quittèrent la pièce lentement en saluant respectueusement Tao comme un nouveau maître. Maître Fong appliqua sur la peau endolorie de Tao un onguent afin de calmer le feu de l'irritation. Tao revêtit sa tunique sans complainte, ni sur sa douleur physique, ni sur aucune émotion qui transparaissait. Il suivit Maître Fong dans la cour où étaient réunis l'ensemble des disciples venus saluer celui qui un jour serait le guide. Tao s'agenouilla sur le perron et déposa l'épée devant lui. Dans le silence, tous se prosternèrent à leur tour. Alors, Tao s'exclama : « Puissais-je être le protecteur des abandonnés, le guide de ceux qui cheminent, et pour ceux qui désirent l'autre rive, être la barque, la chaussée, le pont. Être la lampe de ceux qui ont besoin de lampe, le lit de ceux qui ont besoin de lit, l'esclave de ceux qui ont besoin d'esclaves, de même que la terre et les autres éléments servent aux multiples usages des êtres innombrables répandus dans l'espace infini. Ainsi puissais-je être de toutes les façons utile aux êtres qui occupent l'espace, aussi longtemps que tous ne seront pas délivrés. » Il salua les disciples, les mains jointes, se leva et se retira dans sa chambre pendant que l'ensemble des moines se dispersèrent tranquillement. Plus tard dans la soirée, Tao ressortit dans sa cour, se dirigea vers Bao et l'emmena avec lui dans les jardins du temple. Tous deux se dirigèrent vers l'étang et Tao s'assit au bord de l'eau afin de méditer paisiblement. Lorsque Bao tapota la surface de l'eau de sa patte maladroite, Tao s'aperçut que c'était en fait le reflet de sa propre image que Bao cherchait à atteindre. À son tour, il se pencha au-dessus de l'eau, éclairé par le reflet de la lune, pour y chercher son image. C'est alors que, plongé dans l'immensité de son propre regard, il prit conscience de la nature profonde de son évolution. Il ne voyait plus dans l'eau le reflet de l'enfant qu'il avait été. Il se rendait compte tout à coup que sa vision du monde avait changé. De l'impermanence et de l'ordre des choses, il avait grandi de ses épreuves. Toutes ces acquisitions lui avaient permis d'entamer un véritable processus de détachement,
Il pouvait mieux gérer ses émotions, il pouvait à présent comprendre ce qu'était la méditation. Dans sa grande modestie et son humilité, Tao avait su trouver sa place et se préparer avec sagesse à accueillir les épreuves qui allaient s'offrir à lui. Il se releva, prit le jeune tigre dans ses bras et l'accompagna jusque dans son enclos. Désormais, ils étaient frères de sang. De cette union découlera une nouvelle ère pour toutes celles et ceux qui se sentent le courage de partir à la recherche d'une nouvelle sagesse. C'est un peu de ce sang qui coule aujourd'hui dans mes veines, et c'est dans cette reconnaissance, faite de volonté, de courage et de persévérance, que je m'efforce de transmettre à mon tour l'héritage de la légende du tigre.